Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Donc on va procéder de la sorte. Je vais expliquer assez brièvement, je l'espère, qu'est-ce que la phénoménologie, pour passer après à une application concrète de ce qu'est la phénoménologie, à savoir l'expérience de la ville et du vivre en ville. La phénoménologie, comme ça, de prime abord, serait un discours, logos, sur les phénomènes, donc sur ce qui apparaît. Ce qui apparaît s'opposant ici, ou s'opposant de prime abord au réel. Un discours sur l'apparaître et pas sur l'être. Je n'oublie pas non plus de remercier le Collège d'Espagne, Antonia et Stéphanie, de cette belle initiative qui donne aux résidents la possibilité d'exprimer leur recherche pour des non-spécialistes. Et d'ailleurs, il n'est pas facile de faire une telle chose pour la phénoménologie. Et c'est là on rentre un peu dans le sujet, à savoir que il est étrange que les phénoménologues ne sachent pas tout à fait ce qu'est la phénoménologie. Et en même temps, ils sentent ce qu'est que de faire de la phénoménologie, et ils sentent ce qu'est qu'enfreindre le milieu de la phénoménologie ou le milieu du champ phénoménologique. Il y a donc quelque chose comme un champ phénoménologique qu'il nous faudra déceler et décanter. Et les introductions à la phénoménologie sont presque un genre à part dans la littérature, la littérature phénoménologique elle-même. Alors la phénoménologie est déjà une philosophie, et une philosophie qui a une spécificité. Elle a été fondée par Edmund Husserl, donc philosophe allemand du XXe siècle, et la première chose que l'on peut dire, c'est que la phénoménologie a eu beaucoup d'héritiers et a eu une énorme vigueur tout au cours du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Heidegger et Scheler sont des exemples de phénoménologues allemands. En France, Merleau-Ponty, Sartre, Lévinas. En Espagne, puisque l'on se trouve au Collège d'Espagne, Ortega y Gasset, qui fut l'introducteur de la phénoménologie en Espagne, Maria Zambrano, ou bien Javier Zubiri, ancien résident du Collège d'Espagne. Voilà, pour des doutes sur l'histoire du Collège d'Espagne, vous pouvez vous adresser à Antonia, qui a fait des recherches absolument magnifiques là-dessus. Et est à constater aussi que la phénoménologie a produit dans la philosophie du XXe siècle une ouverture thématique assez surprenante. C'est-à-dire que en phénoménologie vont se thématiser certains objets philosophiques qui ne l'avaient pas été auparavant dans l'histoire de la philosophie. Le corps pour Merleau-Ponty, des thèmes tels la honte, tels l'angoisse pour Sartre ou Heidegger, les sentiments pour Scheler, autrui pour Lévinas, voilà, la poésie pour Maria Zambrano, par exemple, l'expérience poétique. Il y a une raison intrinsèque qui peut expliquer, et peut-être qu'on en viendra, à la raison de cette ouverture thématique. On y viendra. Alors, la philosophie, et la phénoménologie se pose des questions radicales. Pensons à des questions absolument radicales. Je ne sais pas, qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce qui se passe, que faire, ou même qui suis-je. Évidemment, ces questions nous mènent déjà à nous dire, mais à quoi on a affaire, où est-ce que l'on est, qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on pourrait répondre de la façon la plus radicale et en même temps la plus naturelle, disons, puisque la phénoménologie se présente aussi comme un dépassement de ce qu'elle appellera l'attitude naturelle. Et bien tout simplement, on peut dire qu'il y a des choses. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a des bâtiments, il y a la cité universitaire,
se trouve dans une ville qui est Paris. Tous ces ensembles de choses se trouvent dans le tout de la réalité, si l'on veut. Le globe terrestre, l'univers, et parmi ces choses, parmi ce tout de la réalité, où certes on se trouve inclus, personne ne saurait le nier, il y a des choses assez étranges qui sommes nous-mêmes ou qui sont, disons, des choses sujets, et qui ont ceci d'étrange que d'avoir une conscience, une pensée, une expérience. Mais qu'est-ce que c'est que la pensée ? Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que l'expérience ? Bon, ce sont des choses assez étranges, certes, que l'on aurait du mal à délimiter, qui semblent enracinées dans ces choses locales que sont les sujets, mais qui de toute évidence se trouvent, elles, dans le tout de la réalité qui serait l'absolu, qui inclut toute chose. Or, c'est de cela, c'est de cette étrange réalité fantomatique et locale, à savoir l'expérience, que va partir la phénoménologie pour tout renverser, et pour renverser l'ordre des absolus et l'ordre des emboîtements que l'on vient de décrire. Elle va tout renverser comme un gant. Elle aura la prétention de s'occuper du phénomène, à savoir de ce qui apparaît, mais elle aura aussi la prétention étrange de dire de la réalité des choses bien plus concrètes, bien plus pointues que cette démarche naturelle que nous venons de suivre. Et c'est en cela qu'elle va se poser comme transcendantale par rapport à d'autres démarches. J'ai oublié d'écrire le nom transcendantal, mais bon, voilà, ce n'est pas si grave. La phénoménologie se présente comme transcendantale par rapport à d'autres démarches de pensée, tout en s'occupant du phénomène. Alors qu'est-ce que le phénomène ? Le phénomène n'est pas, comme ça dit de prime abord, la chose réelle, mais l'apparaître de la chose réelle. L'apparaître de la chose réelle. Un apparaître qui est foncièrement subjectif, parce que c'est, disons, le phénomène, c'est la chose telle qu'elle apparaît à même une expérience. Voilà, disons, le lien entre cette expérience que l'on décelait comme la dernière des réalités et le phénomène dont s'occupe la phénoménologie. Si je prétends me concentrer dans l'expérience, je peux faire l'expériment, disons, d'une époquée, d'une mise entre parenthèses de toute la réalité. Je peux, ici et maintenant, pour essayer de retrouver ce tout de la réalité, me dire rien n'existe. Alors, voilà, rien n'existe. Alors qu'est-ce que ce qui est le résidu de cette négation est indubitablement mon expérience. Je ne peux pas mettre entre parenthèses ma propre expérience. J'ai une perception de vous, j'ai des sensations, même si rien de ce qui m'entoure n'existe, même pas mon corps. Voilà donc ce qui reste, mais pas seulement. Il est aussi indubitable que, au-dedans de cette expérience, il y a aussi vous, mais vous en tant que phénomène, donc en tant que absolument immanent à cette expérience. Je peux, disons, douter, ou je peux imaginer que cette chaise que je perçois, ou que ce bâtiment que je perçois, puisqu'on parlera de la ville ou cette fenêtre, n'existe pas. Bien, j'ai pourtant bel et bien une perception,
et j'ai aussi ce qui est immanent à cette perception. La fenêtre, telle elle m'apparaît, la fenêtre dans son phénomène. C'est ce que la phénoménologie appellera l'objet intentionnel. C'est-à-dire cette partie des différents vécus, des différentes expériences qui ne sont pas réductibles aux expériences elles-mêmes. Je me souviens de quelque chose. J'ai le souvenir comme acte de ma conscience et j'ai le souvenu, ce dont je me souviens. J'ai un sentiment et j'ai aussi, ou est aussi inclus dans ce sentiment, la personne ou la chose eu égard à laquelle j'ai tel ou tel sentiment. Même chose pour l'imagination. La phénoménologie prétend que cette structure biface, donc expérience, objet de l'expérience, est transcendantale par rapport à la réalité. C'est-à-dire que, pour accéder à la réalité, je ne quitte pas cette expérience, ni cette structure, je ne sors pas devant moi pour comparer le phénomène que j'ai de la chaise avec la chaise réelle. Voilà le point fort de la phénoménologie que la phénoménologie va appeler justement l'a priori de corrélation. Qu'est-ce que l'a priori de corrélation ? L'a priori de corrélation est cette loi phénoménologique qui dit qu'il n'y a nulle chose qui ne soit indépendante de l'expérience dans laquelle elle se donne. Et que toute chose se donne nécessairement à travers une expérience. Et même se constitue dans une expérience qui est une expérience concrète, une expérience d'un sujet. Alors, voilà qui semble avoir renversé tout le système d'emboîtement que l'on avait mis en place au début et qui correspond à ce que Husserl appelait justement l'attitude naturelle. Et c'est pour le moins assez provocateur que de tenir de tels propos, car il est clair pour nous que si j'abandonne cette salle, les chaises et les tables seront ici, et que même si elles ne sont pas, disons, dans mon expérience, du moins dans mon expérience actuelle, il est clair que je ne peux pas dire que je constitue cette table, cette chaise, cette fenêtre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, de toute évidence, je ne peux pas en faire ce que j'en veux. Je suis impuissant par rapport à une fenêtre réellement existante, peut-être pas par rapport à une fenêtre imaginée, enfin c'est à voir. Mais... Alors la phénoménologie dit, non, elle tient bel et bien ce bout de l'a priori de corrélation qui dit que cette fenêtre, bien qu'elle soit réelle, se constitue dans mon expérience parce que, aussi, l'expérience de mon impuissance par rapport à la configuration de la fenêtre est une expérience constitutive. Le fait de ne pas pouvoir faire ce que j'en veux est aussi une expérience, et c'est comme ça que va se montrer la fenêtre en tant que réelle ou la fenêtre en tant que perçue à mon expérience et à mon vécu, mais mon impuissance a trait non pas à la fenêtre réelle, mais déjà à la fenêtre en tant qu'apparue, ou à la chaise en tant qu'apparue dans sa phénoménalité. Elle aura une phénoménalité stable, qui n'est pas exactement la phénoménalité de la fenêtre imaginée, de la fenêtre souvenue, qui va être bien plus flottante. La fenêtre perçue aura une stabilité que n'auront pas d'autres, dit Husserl, objets intentionnels. Mais la différence se passe à l'intérieur du phénomène lui-même. Et la phénoménologie dira que la fenêtre a cette stabilité déjà dans le phénomène et non pas parce qu'elle est existante. On n'a pas le droit d'avoir recours à l'existence. La perception portera avec elle-même ce que Husserl appelle des implications intentionnelles, c'est-à-dire que dès lors qu'un apparaître
commence à se confirmer comme apparaître perçu, lui seront adossées certaines attentes qui ont à voir avec, en confirmant l'autre partie de l'a priori de corrélation, avec mes mouvements. Je sais que si je m'approche du tableau, le tableau dans le phénomène va se faire plus grand, et que si je meus ma tête, si je meus mon corps du côté vécu de l'a priori de corrélation, il va se donner selon d'autres perspectives. Voilà qui est propre, si l'on veut, d'un objet non pas mathématique, non pas simplement imaginé ou souvenu, quoique il y a aussi là des effets de perspective, mais pas les mêmes, mais d'un objet bel et bien perçu. Imaginons, pour mieux expliquer cet aspect, et l'aspect de la constitution, que je me trouve en ville, et que je vois, mettons, une belle façade au fond d'une rue, et que je la tienne pour façade perçue. Je vais m'approcher peu à peu, et peut-être y aura-t-il un moment où mes attentes, c'est-à-dire les corrélations entre mes mouvements corporels et ce qu'il en découle dans l'apparaître, ne vont plus être en correspondance. Tout comme quand dans un désert, j'approche l'apparition phénoménologique d'un oasis. Il y aura un moment où il n'y aura plus de coordination, et il y aura un moment où, dans le registre du phénomène lui-même, transcendantal par rapport à la réalité, une chose se révélera comme ayant été illusoire ou n'étant pas réelle. Il y a donc la différence entre réel et non réel peut être décelée dans l'apparaître et peut être décelée en immanence par rapport à l'expérience. Il y a de toute façon toujours une différence entre la partie objet du phénomène et la partie vécue du phénomène. Autrement dit, la façon dont les apparaîtres s'imposent au vécu n'est pas ou n'a pas à être exclusivement attribuée au fait qu'il y aille d'un phénomène perceptif. Non, il y a aussi des expériences de vécu décentré, d'altérité concrète, dans d'autres régions, non pas de la réalité, mais justement de l'apparaître. Pensons par exemple à un écrivain qui écrit un roman, et pensons à la façon dont un personnage de roman, personnage absolument inventé, auquel on ne peut pas prêter une quelconque réalité, s'impose comme personnage imaginé, dont le pur imaginé va s'imposer au vécu subjectif lui-même. Pensons à un poète qui est à la recherche d'une idée poétique, qui est en train de poursuivre une démarche poétique, et à quel point le vécu subjectif est décentré par rapport à cette altérité concrète ou cette imposition dans l'ordre du phénoménologique lui-même. Pensons par exemple à Rimbaud, et en quel sens ces paysages absolument sauvages vont mener son vécu, sa démarche subjective dans les parages de la folie. Pensons à un théorème mathématique qui ne se tient que des opérations que le mathématicien est en train de faire, certes, mais qui arrache le mathématicien à lui-même et qui impose que les opérations se fassent de telle ou telle façon. Il y a donc une irréductibilité de l'objet intentionnel par rapport au vécu dans lequel il se donne, même s'il y a une dépendance absolue de l'objectivité intentionnelle par rapport à ce vécu. Et d'ailleurs, suspendre la présumée réalité ou pas réalité, ou suspendre, disons, la question de la réalité ou non-réalité de l'objet intentionnel est justement ce qui va nous permettre de jauger au plus près cette altérité intrinsèquement phénoménologique. C'est en cela que la suspension de la réalité va nous dire plus sur cette matrice d'altérité de la réalité elle-même, et c'est en quoi
la phénoménologie va permettre, comme on disait au tout début, de faire une extraordinaire ouverture thématique, parce qu'il va y avoir des éléments, des unités phénoménologiques qui vont se stabiliser déjà dans le milieu de l'apparaître, sans avoir à statuer sur leur réalité ou pas. La réalité ne sera qu'une parmi d'autres façons d'apparaître. Mais toutes les objectivités, tous les objets phénoménologiques ont même dignité phénoménologique. On peut expliciter, par exemple, ce qu'est le propre de l'apparaître d'une chaise imaginée par rapport à une chaise réelle, alors que la science ira plutôt, c'est-à-dire comment se fait-il que quelque chose qui n'existe pas, à savoir une chaise imaginée, soit quelque part réelle, et va peut-être faire des recherches neuronales en essayant de voir quelle est la cause de cette image. La phénoménologie n'essaye pas d'expliquer, mais d'expliciter quel est ce rapport à ces altérités premières qui se manifestent dans le phénoménologique lui-même. Et c'est ainsi que, moyennant ces suspensions, des objets de la réalité ou de la non-réalité vont pouvoir avoir une approche phénoménologique. Si l'on veut faire une phénoménologie du corps, on aura à mettre entre parenthèses ce que les livres d'anatomie nous disent sur le corps. Et il faudra alors essayer de voir quelle est l'expérience concrète par rapport à laquelle, ou dans laquelle, se donne à nous cette spécificité phénoménologique qu'est l'objet corps. On découvrira alors que le corps a deux faces, qu'il est vécu du dehors, mais aussi du dedans. Même chose pour le temps. Qu'est-ce qu'une phénoménologie du temps ? Il s'agira de mettre entre parenthèses le temps mesuré par les montres et de voir comment est-ce que je vis concrètement quelque chose qui, même dans l'ordre du phénomène, même dans l'ordre d'une expérience absolument subjective, s'échappe à moi. Même chose pour l'espace. Je mettrai entre parenthèses la métrique, la topologie, et j'essaierai de voir où m'apparaîtra alors l'importance qu'a le fait de me mouvoir et d'avoir une certaine spatialité incarnée, celle de mon corps, pour que se constitue pour moi le sens espace. Même chose, j'ai bientôt fini, pour autrui. Pour autrui. Qu'est-ce donc que l'expérience d'autrui ? C'est certes une expérience perceptive, mais c'est une expérience qui met en jeu aussi une architecture extrêmement complexe, puisque ce n'est pas une pure perception, sans quoi je ne pourrais peut-être pas distinguer autrui d'une chose inanimée, ou même autrui de son propre cadavre. L'imagination est aussi en jeu. Je dois imaginer dans cette chose perçue, en l'occurrence le corps d'autrui, une vie, au même titre que moi-même, je sens ma propre vie, mais à laquelle j'ai un accès direct, pas à celle d'autrui. Ce sont là des choses se jouant dans l'ordre de l'apparaître qui sont extrêmement fragiles. Et cela est révélé à contrario, par exemple, par les psychopathologies. La première chose, ou l'une des premières choses qui est déréglée dans les psychopathologies, c'est la façon d'avoir affaire à l'autre. Alors cela ne veut pas dire que l'autre disparaisse, mais il y a des accès qui demeurent impossibles, et c'est quelque chose de dramatique tout simplement. Et même chose pour d'autres sujets plus amples comme l'histoire ou comme la politique. Qu'est-ce concrètement que la donation du politique à telle ou telle occasion, ou par exemple l'expérience de la ville, et je terminerai là-dessus comme transition. La ville est un objet par rapport auquel on est essentiellement décentré. Et il y a quelque chose d'assez intéressant des jeux d'ordinateur quand on explore un terrain. Il y a des jeux où il y a à côté une carte
qui correspond au terrain que l'on est en train de fouler. Et il y a des parties qui ne s'illuminent, qui ne sont visibles qu'à mesure que on avance dans le jeu, disons à échelle strictement phénoménologique. Il y a des paysages ou des cartes en train de se faire et des pans de paysages qui n'apparaissent pas jusqu'à ce qu'on n'ait pas joué, disons, dans ces parties de la cartographie elle-même. De la même façon, et à contrario, l'expérience d'une ville est paradigmatique du sens objet indépendant de moi, mais ne se donnant que en coalescence ou aux prises avec mon expérience. Par exemple, je ne peux, ayant vécu longtemps à Cologne, je ne peux en fait plus me souvenir du moment où j'étais absolument aux prises avec la ville. Je peux savoir et je peux imaginer ou je peux me souvenir des rues que j'ai foulées en premier. Mais je ne peux plus, et cela confirme l'a priori de corrélation à contrario, pour le dire ainsi, je ne peux plus reproduire la façon dont je me sentais et dont j'avais foulé une rue qui n'avait autrefois ou pour la première fois aucun sens pour moi, mais qui se trouvera par après plusieurs années, inscrite dans un tissu. Pourquoi ? Parce que dans ces expériences, il y a aussi des habitus qui se sédimentent et que je ne peux pas mettre complètement entre parenthèses et qui contribuent à mon expérience. Voilà, je finirai.